C'est bon. Il fait beaucoup trop chaud. Rien n'est confortable. Bienvenue dans le Clo-Clo Club. Je suis Chloé et chaque semaine, j'aborde des thématiques qui me tiennent à cœur, en solo ou avec des invités. Cette semaine, je reçois pour la deuxième fois dans le podcast Perrine. Je vous mets d'ailleurs le lien de notre premier échange dans les notes de l'épisode. Ensemble, on a parlé de son aventure entrepreneuriale puisque Perrine a monté sa propre structure et a réussi à y mêler enjeux professionnels et engagement militant personnel. Une approche que je trouve plus que nécessaire à l'heure actuelle et que j'avais très hâte de vous partager. Si cet épisode vous plaît, vous pouvez vous abonner au Clo-Clo Club, me laisser un commentaire et 5 étoiles sur Spotify et Apple Podcast. Pour vous, ça prend 30 secondes, pour moi, ça fait vraiment la différence. Et vous pouvez également me retrouver sur Instagram et TikTok, @CloCloClub. Sur ce, je vous laisse avec Perrine. Bonne écoute! Salut Perrine! Salut Chloé! Je suis contente de te recevoir une deuxième fois dans le Clo-Clo Club. Bah moi aussi, je suis trop contente. Cette fois-ci, on va pas parler de féminité, mais on va parler boulot et entrepreneuriat. J'ai trop hâte que tu nous racontes tout ça. Est-ce que tu peux te présenter en quelques mots pour les auditrices ? Bah du coup, je m'appelle Perrine. Je suis dans la vie entrepreneuse. Je suis en train de créer, parce que je pense que c'est pas un format qui est fini, mais une agence de social media et d'influence engagée. Voilà, donc ça fait, on va dire 2 ans que je travaille dessus, 1 an que l'agence existe vraiment. Et à côté de ça, dans la vie, je suis activiste pour le climat, la justice sociale, le féminisme, voilà, pas mal de choses qui remplissent beaucoup ma vie. Que des sujets trop cool et hyper intéressants. Il y a tellement de choses à faire. Écoute, on va commencer avec une petite citation que j'ai choisie pour toi. Je te le disais hors micro, j'étais dans la provoque. Je t'ai choisi une citation d'Elon Musk. J'étais obligée de commencer par là parce que c'est vrai, quand on pense à entrepreneur, en fait, je pense que pour beaucoup de gens, on pense à des très grosses boîtes avec des mecs qui ont réussi. Mm-hmm. Et qu'on le veuille ou non, il en fait partie. Et du coup, je te laisse lire cette petite phrase et me dire ce que tu en penses. Alors, il nous dit « Être un entrepreneur, c'est comme manger du verre et regarder en face les abysses de la mort. » What? Merci, j'ai eu la même réaction en découvrant la citation. Mais ça va, Hélène? Ça va pas. C'est donc ça l'entrepreneuriat? Waouh! Il est fou. Il est pas bien. Il faudrait que quelqu'un lui dise d'aller voir un psy, genre vraiment. Pour toi, c'est de la souffrance l'entrepreneuriat? Bah non, c'est pas facile, mais tout le but de lancer un projet, c'est de pouvoir faire ce qu'on aime, donc c'est l'inverse de la souffrance. Après, je pense que ça dépend d'où on vient, ça dépend du background qu'on a. C'est pas facile pour tout le monde, et évidemment que c'est pas non plus un long fleuve tranquille, mais pour moi, c'est pas du tout manger du verre ou je sais pas quoi, genre c'est plutôt chouette quoi. Donc non, je suis pas d'accord avec lui. Et de toute façon, globalement, moi je suis pas trop d'accord avec le fait que travail égale souffrance. Pour moi, ça doit pas marcher comme ça. Qu'est-ce qui t'a fait avoir ce déclic? Le fait que j'ai été en souffrance dans mon travail. Le classique burn-out de la pub. Donc j'ai fait 7 ans d'agence de pub au début de ma carrière. C'était chouette, j'ai appris beaucoup de choses. Et puis, boule de neige, quoi. J'aimais bien ce que je faisais. Apparemment, j'étais plutôt douée, donc... T'étais dans des grosses agences, en plus? Ouais, à Paris. Ouais. J'étais... la dernière agence dans laquelle j'étais, c'est Havas, Paris. Et en fait, voilà, quand les choses marchent bien, t'as un peu la tête dans le guidon. À la fin, j'avais une équipe à manager, alors que j'avais jamais eu de formation en management. J'avais vraiment... tout un éventail de choses à faire. Et c'était plus gérable, mais j'en étais pas rendu compte. Et en fait, ce qui est assez marrant, c'est que tout le monde autour de moi s'en était rendu compte, pas moi. Il t'avait alerté, il t'en avait parlé en te disant que là, t'avais plus d'équilibre? Bah ouais. Et moi, je disais, oui, mais je sais, mais c'est le début de ma carrière. Et en même temps, j'aimais beaucoup ce que je faisais. La seule chose qui commençait vraiment à me poser problème, c'est la fameuse dissonance cognitive entre qui j'étais dans le perso, parce qu'en plus, j'étais déjà activiste, et qui j'étais dans le pro. Et le meilleur exemple que je donne toujours autour de ça, c'est que moi je suis végétarienne depuis maintenant 4 ou 5 ans, et j'étais community manager pour KFC, tu vois. Et en fait, je vivais comme ça, quoi, avec genre une Perrine la journée, et puis une Perrine le soir. Donc tout ça mélangé, un jour j'ai vrillé, vraiment le truc classique, quoi, en réunion, je me mets à pleurer, médecin du travail, on me dit vous faites un burn-out, je dis non, c'est pas possible, et je dis de toute façon je ne peux pas m'arrêter,
Et du coup, ça en est suivi... je sais plus combien de temps j'ai passé, plusieurs mois en arrêt, sous anxiolytique, voilà quoi. À me demander, ok, maintenant qu'est-ce que je vais faire ? Parce que je sais rien faire d'autre, parce que j'aime quand même bien ce que je fais, mais complètement perdue. C'est très marrant parce que, enfin très marrant, faut que j'arrête d'utiliser le mot marrant, vraiment pas au bon moment. En fait, donc maintenant j'ai fait une thérapie, etc. Et je me suis rendu compte de beaucoup de choses, mais... j'ai un tempérament très anxieux depuis toujours, mais j'ai eu une grande phase d'anxiété qui était... j'avais vraiment des crises d'angoisse quotidiennement. Mais jusqu'à... Franchement, il y a des jours où c'était 50 par jour, quoi. Ça régissait ma vie. Ce n'était que ça. Et ça a commencé quand j'ai signé mon premier CDI. Et j'avais pas fait le lien, tu vois. Et pendant des années, j'ai vécu avec cette anxiété et je n'ai pas fait le lien. Tu sais qu'on en a parlé, ça, ton anxiété, dans le premier épisode qu'on a enregistré ensemble, et à l'époque, t'avais toujours pas fait le lien avec ça. Non, ouais. J'avais pas fait le lien parce que pour moi, c'était impossible que le métier pour lequel j'avais fait toutes ces années d'études et le milieu que j'avais toujours chéri et sacralisé... Et choisi, en plus. Ouais, c'est ça. La pub, c'est genre... quand je me rappelle qu'à l'école de pub, tu vois, on avait une prof qui nous disait... je vous préviens, là, dans la classe, il y en aura peut-être que 2 ou 3 qui travailleront dans des grandes agences à Paris, tu vois. Et moi, j'en faisais partie. Donc, je ne pouvais pas concevoir que c'était ça qui me déclenchait de l'anxiété. Ça m'était même pas passé par la tête, en fait. Comment est-ce que tu t'en es sortie ? En testant des choses. En fait, donc, bon, après ces quelques mois... Est-ce que tu l'as fait assez jeune, ton burn-out ? J'avais 26. Ouais, ouais, 26, ouais, c'est ça. Et en fait, donc je suis quand même retournée au travail en me disant, allez, je vais laisser une chance, tu vois. En fait, encore une fois, j'avais pas trop d'issue, dans le sens où je savais pas ce que je voulais faire d'autre. Enfin, j'ai bien pensé à devenir boulangère ou machin, tu vois. Partir élever des chèvres ou faire voilà, la classique. Oui, bien sûr. Mais je voulais quand même... allez, je voulais vérifier, tu vois. Donc, j'y suis retournée. Au bout d'un mois, voilà, j'ai dit qu'il fallait que je parte. Moi, j'ai eu la chance que mon départ se passe très bien. Tout le monde a été très compréhensif. Tout le monde a été très reconnaissant aussi du temps que j'avais passé. Et j'ai eu la chance... c'est pas toujours le cas dans la pub, mais moi, j'avais un manager qui était hyper humain, hyper à l'écoute. Que tu connaissais depuis plusieurs années. Que je connaissais depuis longtemps, voilà. Et qui, du coup, a vraiment accompagné mon départ de la meilleure façon possible. Donc, voilà, j'ai eu la chance de pouvoir faire ça. Et donc, je me suis dit... je vais avoir le chômage, c'est peut-être le moment de tenter de faire du freelance. Puisque, voilà, bon, j'ai quelques contacts dans la pub. Et du coup, j'ai commencé à faire du freelance. Au début, je m'étais pas vraiment spécialisée dans une thématique ou une autre. Je savais faire du social media et de l'influence. Donc voilà, j'ai vendu ça. Et petite parenthèse juste pour ceux qui connaissent pas, parce qu'on en parle toutes les deux, on est dans ce milieu-là et c'est nos métiers, mais c'est pas forcément évident pour tout le monde. Donc social media, réseaux sociaux, tout ce qui va être animation en fait des comptes de marques ou de créateurs sur les réseaux sociaux. Et puis l'influence, c'est ce que vous voyez avec des partenariats, des collaborations de créateurs et de créatrices de contenu. Encore une fois, sur les réseaux sociaux, voilà, il y a différents types de placements produits, etc. Mais c'est cette partie-là, et c'est aussi la gestion presque aussi managériale de l'influence. Donc comment est-ce que tu mets en relation des marques avec des influenceurs ? Comment est-ce que... Créateurs de contenu, pardon, j'aime pas le mot influenceur. Comment est-ce que tu les amènes à créer des événements, etc. Ouais, c'est ça. Donc moi, je savais faire ça. Et du coup, voilà, je me suis dit, je vais me lancer en freelance. J'ai eu la chance que très vite, on m'a beaucoup fait confiance. Et donc, ma première année de freelance, elle a été hyper fructueuse. Enfin, honnêtement, j'ai gagné beaucoup d'argent. Et pour moi, c'était même surprenant, tu vois, parce que je me disais, putain, mais attends, c'est dingue, que ça y est, je suis toute seule et je gagne 3 fois plus qu'avant. Enfin, voilà, c'était vraiment fou. Et en tu même travailles temps, différemment. Et voilà, et je travaillais de chez moi, et je pouvais aller au yoga, et enfin, truc trop bête, mais voilà, je commençais un peu à trouver un équilibre, et du coup est venue la question de, je gagne plein d'argent, c'est cool, mais moi j'ai jamais voulu amasser de l'argent, et en fait, même au-delà de ça, j'ai toujours voulu investir dans des projets. Je sais que le nerf de la guerre, voilà, c'est l'argent,
que même si ça me fait autant chier que tout le monde, on vit dans un monde capitaliste où on a besoin de ces ressources-là pour faire des choses. Et donc je me suis dit, je vais tenter un truc avec cet argent, je vais essayer de l'investir dans des choses qui me tiennent à cœur. Et donc ça, c'était il y a 1 an. Et du coup, j'ai créé ce modèle d'agence. Et c'est comme ça que je m'en suis sortie, vu que c'était ta question de base. Mais c'est parce que voilà, j'ai tenté... En fait, le freelance, ça m'a fait du bien, mais c'était pas non plus la solution. La solution, ça a été vraiment de pouvoir allier mes convictions personnelles avec mon travail et avec un réinvestissement aussi de mon argent. J'ai vraiment l'impression d'être Elon Musk, quoi. On est dans un podcast, on parle investissement et tout. Et en même temps, sur la partie perso, ce que les auditeuristes ne savent pas, c'est que tu es partie de Paris oui. pour aller vivre à Bruxelles. Oui, c'est ça. Une ville plus à ta taille et à ton rythme. C'est ça, il y a 1 an aussi. Qu'est-ce qui t'a amené à aller à Bruxelles en particulier ? Alors, moi, de base, je viens d'Isère, genre des montagnes, plus ou moins. Et j'avais pas spécialement envie d'y rentrer. En même temps... c'est un truc trop drôle, ton chat, pardon. C'est une espèce de vague. Je vais garder ça. En même temps, je voulais quitter Paris parce que je savais que c'était plus une ville dans laquelle je m'épanouissais. Dans le sens, c'est une ville stressante, c'est une ville qui laisse plein de gens sur le côté et tout. Bon, voilà. Et du coup, en fait, j'avais la chance de pouvoir me dire, je peux aller où je veux, parce que j'avais pas grand chose qui me retenait. J'aime pas de chien encore à l'époque, donc vraiment, j'étais... Et encore heureux, parce qu'à Paris, un chien, c'est un peu compliqué. Ouais, après, en freelance, ça va, c'est gérable, mais oui, c'est vrai que c'est quand même plus complexe. Bref, et donc, mon meilleur ami, lui, il vient de Bruxelles, il est né là-bas, il a grandi là-bas, et ça faisait un moment qu'il me disait, je pense que t'aimerais bien Bruxelles. Et en plus, je trouve que c'est à 1h20 de Paris, parce que j'ai quand même besoin de revenir ici régulièrement. Pour le travail. Voilà. Et je lui ai dit, ouais, t'as raison, je vais tester. Je suis partie, du coup, il y a 1 an. Et au début, j'avais pris une sous-loc pour 4 mois, tu vois, genre pour voir. Et j'ai trop kiffé, quoi. Ça m'a ramené... je pense que c'est aussi ça qui a fait partie de la solution pour que j'aille mieux. C'est déjà arriver dans une nouvelle ville. C'est trop bien, parce que t'as plein de trucs à découvrir. En plus, c'est un nouveau pays, même si on dirait pas... En vrai, c'est quand même un nouveau pays. Ouais, et totalement. donc, il y a des trucs différents à découvrir. Tu rencontres des nouvelles personnes. Et après, bon, moi, je fais la pub de Bruxelles à qui veut l'entendre, parce que je trouve que c'est une ville dans laquelle il fait vraiment bon vivre. Il y a des grands parcs, il y a de la nature... c'est assez humain, franchement, les gens sont chouettes, tu peux faire beaucoup de choses à pied. Culturellement, c'est très chouette aussi. Culturellement, c'est génial. En fait, je dis beaucoup que c'est une ville dans laquelle il y a tous les avantages de Paris, sans les inconvénients. Après, chacun a son expérience. Moi, la mienne, c'est celle-ci. Et puis, un truc tout con, tu vois, les loyers, ils sont genre 3 fois moins chers. Donc, même en qualité de vie, j'ai énormément gagné, quoi. En fait, j'ai brique par brique un peu construit les choses dont j'avais envie, qui me manquaient et qui étaient un peu nécessaires à mon équilibre. Partir à Bruxelles en a fait partie. Adopter un petit chien en a fait partie. Big up matcha. Ah ouais, big up matcha. Elle me manque trop. Il y a eu pas mal de choses auxquelles je pensais et en fait, j'ai essayé. C'est surtout ça, c'est que pour trouver la solution, j'ai le privilège de pouvoir essayer. Et... Oui, les 4 mois par exemple que tu prends en sous-loc, c'est un essai, c'est voir si ça te convient. Si ça te convient pas, tu serais revenu, t'aurais fait autre chose. Ouais. De juste pouvoir t'accorder ce temps-là, de trouver ton équilibre. C'est ça. Mais ça, c'est un truc que je trouve qui est aussi très propre à notre génération. C'est que, tu vois, genre mon père, par exemple, quand je lui racontais, là, je sais pas, je vais me lancer en freelance, mais je sais pas trop, puis je vais peut-être partir vivre à Bruxelles, mais je sais pas trop. Mon père, il ne comprend pas qu'on puisse s'investir à fond dans des choses qui sont pas durables. Tu vois, c'est de l'instabilité aussi. Je pense que quand t'es parent, ça te rassure pas de savoir que ton enfant, il a pas une stabilité financière, une stabilité immobilière tout de suite, parce que t'as toujours ce schéma de, à 30 ans, avoir ta maison et ton taf qui va pas bouger pendant des années. Nos parents, ils ont eu des carrières... ils ont pas changé de boîte énormément, quoi. Contrairement à nous, où, de par la précarité du monde professionnel aussi pour les jeunes, on est amené à changer énormément, en plus aussi de nos valeurs et notre fonctionnement. Ouais, c'est clair. Après, j'ai eu la chance d'avoir les deux, parce que pour le coup... Ma mère, elle est l'inverse. Ma mère, elle est auto-entrepreneur aussi. Elle fait de la formation. Elle déjà ça dans la famille, en fait. C'est ça. Et ma mère, je l'ai jamais connue rester plus de 2 ou 3 ans au même endroit, tu vois. Donc,
voilà, elle a ce truc-là aussi où elle aime bien bouger, tester, et pour le coup, elle m'a énormément soutenue dans ce que tout j'allais ça. dire, elle t'a donné des conseils, elle t'a accompagnée un petit peu dans ce changement. En fait, déjà rien que ma mère, ce qui est absolument génial, c'est que elle est toujours cheerleader. Tu vois. Peu importe ce que je lui raconte, son premier mot va toujours être encourageant parce que voilà, elle a juste envie que je sois bien et parfois elle me questionne et tout, mais elle remet pas mes choix en question. En fait, je pense que juste elle me fait confiance. C'est hyper simple. Bah ouais. Oh, mais ma mère, elle est géniale. Tu leur verras juste les passages de grave. Je leur verrai juste ce moment-là. Le reste, t'inquiète, t'es pas obligée d'écouter maman. Et du coup, tu as fondé Perrine AM Agency. Exactement. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, c'est un nom qui va changer, je pense. Mais pour l'instant, en fait, quand j'ai créé ça, je pensais pas que ça marcherait aussi bien. Voilà. Donc, je lui ai donné mon nom en tant que grosse égocentrique. Mais donc, du coup, là, ouais, je pense quand même à le changer parce que j'aime pas trop le fait que tout tourne autour de moi. Surtout que, donc, le format de mon agence, en gros, donc c'est une agence qui est en 2 parties. J'ai gardé mon activité de conseil et création en social media et en influence. Et du coup, aujourd'hui, en fait, j'accompagne principalement des assos ou alors des marques ou des agences qui développent des projets pour l'écologie, pour les droits humains, pour la santé, l'éducation. En fait, c'est toute une grande case que beaucoup appellent for good, qui, selon moi, veut pas dire grand-chose parce qu'en fait, t'as des gens d'extrême droite qui t'expliqueront que leur for good à eux, c'est pas ça. Tu mets un peu ce que tu veux. Voilà. Donc... moi, j'essaye plutôt de le définir à travers ces trucs-là, et la culture aussi, qui est un levier très important. Et donc ça, c'est on va dire, la partie la plus rémunératrice. C'est celle que j'ai développée pendant 1 an quand je me suis mise en freelance. Je l'ai juste réduite pour en faire quelque chose de plus aligné avec mes valeurs. Et ça fonctionne assez bien, donc voilà, je suis plutôt contente. Et du coup, ça m'a permis de développer une deuxième partie où j'accompagne des créateurs et des activistes au développement de leur activité. Parce qu'en fait, donc moi, je me suis rendu compte que le monde idéal dans lequel j'aimerais vivre, il est façonné par des personnalités. Et en fait, c'est pas juste des marques et des entreprises ou des politiques qui vont le faire, c'est aussi des gens de la société civile qui ont Instagram, tu vois. Et en fait, aujourd'hui, le principal problème, c'est encore une fois le nerf de la guerre, c'est l'argent. Et donc moi, je me suis dit, moi, de l'argent, j'arrive à en générer, quoi. Donc, je vais ouvrir une partie un peu management. Et du coup, mon but, c'est de faire en sorte que toutes ces activités qui vont pour moi dans le sens de la création de ce nouveau monde, elles puissent être rémunératrices. Je développe l'accompagnement en finançant certains... Parfois, c'est juste payer les billets de train pour faire des conférences, tu vois. Parfois, c'est aussi financer des événements ou des projets. C'est aussi monter des dossiers, c'est gérer des agendas, des collaborations. Mais en fait, c'est... j'avais pas envie, moi, de recréer encore quelque chose alors qu'il y a déjà des gens qui le font très bien. Vraiment, comme je te disais tout à l'heure, en plus, je pense pas spécialement avoir de grosses compétences créatives. En revanche, je pense que je suis plutôt de bons conseils et que je suis plutôt bien organisée. Donc... Et t'as une bonne dimension humaine aussi, dans tout ce que tu dis. C'est gentil. C'est vrai, c'est un de tes atouts aussi, je trouve, dans ton travail et dans tout ton parcours. En fait, c'est un des points qu'on retrouve de tes tout débuts à aujourd'hui. Ouais, c'est vrai. Ouais, ça je pense que c'est ma mère aussi. Maman, big up. Mais du coup, voilà, j'avais pas envie de recréer encore un truc. C'est d'ailleurs quelque chose que je peux un peu reprocher aujourd'hui, c'est tous les gens qui veulent leur projet, qui veulent leur... pour leur donner leur nom. Oui, en fait, grave, en fait c'est des gens comme moi, merde. Non, alors attends, t'es sur le Clo-Clo Club, vraiment, est-ce qu'on peut faire plus égocentrique? Oui, mon podcast porte mon nom parce que c'est ma safe place, donc à partir de là... Oui, mais tu mets aussi d'autres personnes en avant, tu vois. C'est ça. En fait, moi, j'avais pas envie de moi-même devenir créatrice de contenu et de me mettre moi en avant pour parler d'écologie, par exemple. Là pour, en tout cas, servir de levier à des personnes qui le font très bien et qui gagneraient à être plus visibles. C'est ça. Pour porter un message dans lequel tu crois. Exactement, et puis je pense aussi que dans le monde du futur, il faut arrêter de démultiplier les choses, et donc... Oui. Voilà, et donc pour moi, investir dans des personnes qui ont déjà une activité qui existe et qui fonctionne, c'était beaucoup plus efficace que de moi devenir
créatrice de contenu ou autre. Aujourd'hui, j'ai la chance de pouvoir accompagner 6 personnes qui travaillent sur les mêmes sujets que moi. Donc, il y a une créatrice qui s'appelle Stam, qui fait de l'illustration, qui parle de santé mentale. Il y a un compte qui s'appelle le 5e art, qui travaille sur l'accessibilité à la littérature, donc plus le côté social. Ensuite, donc je travaille avec Ferris Barkat depuis le tout début, qui lui est sur les sujets d'égalité des chances et d'écologie populaire. Je travaille avec Vince Kanté, qui lui est du coup journaliste de base et qui a fait un gros switch pendant le confinement, qui est passé de journaliste animateur radio à journaliste climat, et notamment il travaille sur les enjeux des limites planétaires. Je travaille avec Charlotte du compte Mangeuse d'herbe, qui est une activiste afroféministe et antispéciste. Et elle a un truc qui est trop intéressant, c'est qu'elle fait de l'activisme par la food. Voilà. Donc c'est méga chouette parce que c'est un peu nouveau aussi. Il y a beaucoup de choses à raconter en plus là-dessus. Et c'est un sujet qui intéresse tout le monde en fait. Ouais. Donc, voilà. Et puis depuis plus récemment, je travaille aussi avec Stécie Algrin, qui est activiste et journaliste sur les sujets de la biodiversité. Je vous mettrai tous les liens en note du podcast. Toutes ces personnes-là, tu les as rencontrées au travers de ton travail, ton expérience, aussi des relations perso, je suppose ? Ouais, ça dépend. C'est un mélange. Il y en a... Ferris, pour le coup, on avait travaillé ensemble pour un projet autour de l'association On est prêt. On a eu un coup de foudre professionnel de dingue où... moi, quand je l'ai rencontré, il était que sur TikTok. Il n'avait pas encore du tout développé quoi que ce soit. Mais j'ai vu tout de suite que c'était un bête de gars. Non, je dis toujours, j'aimerais bien que tu sois président, mais je te souhaite mieux que ça. Mais... Comment ça se passe justement avec tes clients pour la première partie de ton agence ? Ouais. Pour trouver des clients, pour les convaincre aussi de te suivre et pour faire passer tes valeurs à des moments où ils sont pas forcément d'accord. Comment est-ce que ça s'est passé et comment ça se passe encore aujourd'hui ? Il y a 2 cas, on va dire. Le premier, c'est que, généralement, les gens qui me connaissent viennent me voir en disant « Ok, là, c'est un projet qui peut vraiment bien t'aller. » Et j'ai rien à redire, ça fonctionne, on est alignés, ça roule. Et alors, du coup, je peux, moi aussi, questionner les créateurs et activistes avec qui je travaille pour... Voilà, c'est un espèce de brainstorming géant qui sert les 2 parties de l'agence. Donc ça, c'est chouette. Brainstorming, c'est les réunions dans lesquelles on échange des idées. Oui, pardon. Mais non, mais en fait, sur le coup, moi aussi, j'y pense pas, mais c'est vrai que pour ceux qui sont pas dans le milieu, c'est bien de faire un petit rappel. Voilà. Et après, le deuxième cas de figure, justement, c'est les entreprises qui viennent me voir avec... Généralement, ils sont pleins de bonne volonté. Franchement, on peut pas leur enlever. En revanche, ils ont pas compris. Et pour eux, juste être écolo, c'est genre passer leur logo en vert. Du greenwashing. Ouais, mais il y a tout, greenwashing, pinkwashing, LGBT washing, laisse tomber quoi, tu vois. Donc là, moi j'adopte pas une posture qui est de leur dire ouais, allez, vous êtes des bouffons, cassez-vous. Je suis plus dans la recherche de solutions. Donc je leur dis que moi je veux bien les accompagner, mais généralement ce que je fais, c'est que je leur envoie une charte qui est la charte de mon agence, qui est un peu un cadre qu'ils doivent respecter pour que le projet puisse être viable. Du coup, je leur dis, voilà, est-ce que vous croyez qu'il y a possibilité de faire des modifications ? Tu fais de la pédagogie avec eux, en fait. Ouais, un peu. En fait, je leur explique que la com responsable, ça sert à rien si les actions sont pas responsables derrière. Donc, ouais, c'est de la pédagogie et c'est de l'accompagnement aussi. Parfois, c'est arrivé plusieurs fois qu'il y ait des entreprises qui viennent me voir et au final, je finis pas moi par travailler avec eux, mais juste par les mettre en contact avec des gens qui peuvent les aider à faire une transition sur une partie de leur activité. Donc, ça dépend, mais je prends toutes les sollicitations. Sauf si c'est Total Energy, je tiens à le dire. Je ne vous répondrai pas. Écoutez aussi l'épisode de Colline, on en a parlé. Total, bisous, vous êtes partout. Vous êtes partout et tout le monde vous déteste. Mais non, sinon, je refuse jamais de discuter. C'est un effort commun, tu vois, le nouveau monde. Donc, puis il faut bien que ça commence quelque part, en fait. Ouais, c'est ça, exactement. Et alors, oui, moi, dans le perso, tu vois, je suis assez radicale sur certains trucs parce que je suis activiste et que j'ai des convictions sur la façon dont les choses doivent se passer. Mais je suis aussi consciente que chacun sa façon d'avancer, chacun son histoire, chacun ses priorités, enfin, voilà. Et je parle même pas des personnes privilégiées, des personnes pauvres et tout, je parle juste des entreprises, mais
je pense que le conflit, il est inévitable, mais il n'est pas toujours nécessaire. Évidemment que, genre, le nouveau monde, il sera pas dans la paix. Ça, ok. Mais si je peux juste essayer d'avoir des discussions et essayer de faire changer un peu les idées des entreprises, en tout cas. Parce que tu vois, typiquement, moi, je le fais avec les entreprises, mais je le fais pas avec les gens. Genre les gens qui arrivent vers moi hyper violemment, avec des idées très arrêtées et qui sont juste dans le conflit, je les ignore. Oui, parce que tu sais qu'il n'y aura pas de dialogue possible. Ouais, c'est ça. Je prends pas le temps, en fait. Alors qu'avec des entreprises ou des marques, ouais. je le fais. Après, la différence aussi, je pense, dans ton positionnement, en tout cas, c'est que d'un point de vue professionnel, si les entreprises viennent vers toi, c'est qu'elles ont besoin de toi. Ce qui n'est pas forcément le cas d'un gars qui va venir te voir en disant « Ah, t'es végétarienne, bah pourquoi t'as un problème avec la viande ?» Ou en fait, il a pas besoin de toi et il n'est pas là pour t'écouter. Et il n'y aura pas de discussion possible. Tu constates qu'il y a de plus en plus d'entreprises qui te sollicitent, qui sont intéressées par mettre en place des actions ou des discours qui vont dans le sens de tes valeurs? Ouais, franchement, ouais. Et après, justement, ce que j'essaye de faire, c'est de pas avoir de posture trop radicale. En fait, j'ai toujours essayé d'avoir aussi une communication. Parce que du coup, maintenant que j'ai une agence, je dois faire de la com corporate et tout. Alors, je déteste faire ça. Genre, vraiment, mais pour ma boîte, ça ne m'intéresse pas. Et aussi parce que j'ai un peu un truc de... Tu vois, genre là, ce podcast, dans 6 mois, je vais m'écouter et je vais me détester. Tu vois, j'ai un peu un truc où mais genre... du coup, on en refera un. Ouais, on en refera un. J'ai un peu ce truc où j'aime pas poser des mots, des concepts, des grandes théories et tout. Non, mais c'est dans un... Parce que ça évolue tout le temps. Bien sûr, mais c'est aussi ça qui est riche. Je pense que ce podcast, en fait, quand tu vas le réécouter dans 6 mois, peut-être que tu seras pas d'accord avec plein de choses que tu dis aujourd'hui. Mais en même temps, tu diras, ok, j'en suis passée par là pour en arriver à peut-être le stade d'après, dans tes valeurs, ou au contraire, j'en sais rien, changer totalement de position par la suite. C'est ça qui est intéressant, le fait que tu mêles aussi tes valeurs personnelles et des valeurs de société avec ton travail. C'est également que, comme ces valeurs de société, elles sont toujours en mouvement, parce que la société est toujours en mouvement, ton travail, lui, c'est en plus un travail, enfin, on bosse toutes les deux dans le numérique. La communication, c'est des choses mouvantes. Il y a 5 ans, on nous disait que Twitter allait mourir. Aujourd'hui, Twitter s'appelle X, appartient à Elon Musk. On en revient à lui. Voilà, il y a tous ces trucs-là, on pouvait pas les anticiper, ça change en permanence, et heureusement que du coup, le discours, il change aussi. T'imagines si on restait sur des idées arrêtées, non, mais c'est clair. Typiquement en écologie ou autre. Mais c'est pour ça, pour moi, la vie, c'est un grand test, quoi, tu vois. Et genre, parfois, t'essayes des trucs. Mais même, par exemple, je suis revenue sur ma radicalité aussi, tu vois. Parce qu'il y a quelques années, par exemple, je pouvais être beaucoup plus radicale sur l'écologie que je ne le suis aujourd'hui. Mais parce que j'ai appris, parce que, bon, après, moi, j'ai aussi vraiment un truc où... je considère que je peux être une grande bibliothèque, j'écoute tout le monde, et après je suis genre, ok, alors ça, je pense que ça va là, ça va là, machin. Du coup, mon avis, il évolue selon les avis des gens, j'ai mon propre avis. Non, mais tu construis, en fait. Ouais, c'est ça. Et du coup, parfois, je rencontre des nouvelles personnes qui débarquent dans ma vie ou dans mon paysage médiatique, qui ont un nouvel avis que j'avais jamais entendu, et je trouve ça trop intéressant, parce que du coup, ouais, ça fait avancer, et tu vois, par exemple, moi j'idolâtre personne, genre aucun politique, aucun influenceur et tout. Je suis d'ailleurs pas très fan de ce truc des idoles, par rapport à Ariana Grande. Mais j'aime bien me plonger dans le travail de quelqu'un, juste pour pouvoir voir avec quoi je suis d'accord, avec quoi je suis pas d'accord, et ressortir du coup... ce qui me va, tu vois. Mais je pense que c'est l'approche qu'il faut avoir aussi, de toute façon, quand on lit des essais ou autres. C'est un petit conseil, j'en profite, mais quand, par exemple, vous commencez à vous intéresser à l'écologie ou au féminisme, ou peu importe le sujet, ayez toujours un regard critique. C'est pas parce que vous n'êtes pas d'accord avec 100% de ce que la personne écrit que déjà vous trouvez que son travail est mauvais. Et ensuite, c'est juste que ça vient de nourrir une réflexion. Donc c'est d'autant plus intéressant parce que ça vous a fait réfléchir, alors que si vous trouvez que tout est parfait et que vous êtes 100% d'accord, bah, peut-être que votre idée, du coup, elle n'est pas encore poussée vers là où elle devrait, où elle pourrait en tout cas aller d'une certaine façon dans la réflexion. Et qu'est-ce que ça fait d'être une femme jeune et radicale en tant que chef d'entreprise, en termes, tu vois, d'image, de la façon dont ça peut être reçu aussi par tes interlocuteurs? Comment ça se passe?
Alors, il y a plusieurs points. Je vais commencer par... Alors, elle se frotte le front, elle se recoiffe, elle a l'air gênée. Alors, c'est parti. Non, le premier, en tout cas celui le plus simple dont on va parler, c'est le physique, tu vois. Moi, un peu, je suis pas une femme qui ressemble à une chef d'entreprise, ni à une girl boss, ni à tout ça. Je suis une meuf qui aime bien... j'ai des tatouages partout, je suis habillée très large. Enfin, voilà, c'est mon style à moi. Voilà, quand on me voit débarquer. Et un exemple très marquant, c'est que je donne des cours. Enfin, je suis prof de influence et influence responsable. Et ça m'est déjà arrivé 2 fois que j'arrive à l'école et que quelqu'un me dise « Non, les étudiants, ils ont pas le droit de prendre l'ascenseur. » Et je suis genre « Mais non, je suis prof !» Donc voilà, c'est la meilleure illustration. C'est que, effectivement, je pense que quand on me voit débarquer, on s'attend pas à ce que je sois chef d'entreprise. Et en même temps, je m'en fous. Parfois, je vais pas dire que je suis hyper à l'aise avec ça, parce que je les vois un peu, les regards sur... j'ai des strass sur les dents, j'ai un gros tatouage sur la main, encore une fois. Je vois qu'il y a des gens en face qui me trouvent pas crédible. Ouais. Et... Comme tu dis, il y a aussi ce truc d'avoir des vêtements qui te renvoient à un certain code, mais du coup qui vont te renvoyer des valeurs aussi, comme tu dis, de sérieux, parce qu'on les associe à ça. Ouais, c'est une ça. Une femme arrivée effectivement en costume, hyper bien sapée, tu te dis, ah déjà elle a de l'argent, premier point. Ouais, c'est vrai. Non mais, deuxième point, elle s'est apprêtée, elle prend soin d'elle, elle est carrée, et donc tout de suite tu vas penser qu'elle est sérieuse. Ouais. Alors que t'en sais rien, c'est... Enfin... Oui, alors que moi je prends grave soin de moi, tu vois, mais juste de façon différente. Mais... Et d'ailleurs c'est trop marrant parce que j'adore me maquiller, me coiffer de ouf et tout, genre quand je sors. Ça, pas de galère. Mais pour le taf, je sais pas, je pense pas que je travaillerais mieux en étant maquillée. Alors que je pense que je m'amuserais mieux en étant maquillée quand je sors. Tu vois ce que je veux dire? C'est super bizarre. Donc ouais, c'est vrai que parfois... je me questionne forcément parce que je vois dans les yeux des gens que je suis pas hyper crédible et que j'ai besoin... Enfin, qu'ils ont besoin d'être rassurés et tout. Donc, bon, ça me fait un peu chier, mais je l'entends. Allez, c'est le monde dans lequel on vit, ça changera, ça prendra le temps qu'il faut. Si moi, je dois essuyer des plâtres, c'est pas grave, tu vois. Donc ça, voilà, sur l'aspect physique. Bon, après, sur le reste... Je suis tellement radicale dans, par exemple, le féminisme... que je crois que j'ai même pas une vision hyper objective de tout ça. Dans le sens où, pour moi, genre, si tu me prends de haut, tu vas te faire, tu vois, genre... J'ai pas de chill avec ça. Non, mais... Donc, en tout cas, quand je sens qu'on juge mon travail, ou qu'on est condescendant, ou qu'on est mauvais, parce que je suis une femme, je le vis pas mal. Je me dis, tant pis pour toi, enfin, tu vois, genre... moi, je vais arrêter là... Oui, t'arrêtes de travailler avec les personnes? Ouais. Okay. Ouais, je l'ai déjà fait plusieurs fois, quoi, D'accord. De dire que je pense qu'on était... Je le dis pas... Encore une fois, je suis pas enragée non, très poliment, tu vois. Dis, on n'est pas d'accord. On n'est pas alignés, quoi. Ouais. Voilà. Et ça, j'ai pas de problème. Et sinon, après, le reste, franchement, j'ai la chance de travailler avec des gens qui me font vachement confiance. Et donc, voilà, au bout d'un moment, ils savent qui je suis, ils savent comment je débarque, et que, je vais être la meuf qui a toujours un chien et un sac à dos, tu vois, mais voilà, c'est comme ça. Tu te décris si bien. Oui. Mais aujourd'hui, j'ai pas de chien, j'ai juste un sac à dos. Et là, la nouvelle étape, tu l'as annoncé il y a quelques jours, c'est que tu as pris tes premiers bureaux dans un espace de coworking. Ouais. Félicitations. Merci. C'est quoi un petit peu là les projets à venir? Ça te fait quoi d'avoir pris des bureaux pour ton entreprise? Alors pour moi, ce truc des bureaux, ça rentre dans la vie est un grand test. Parce que il y a 1 an, j'étais en mode genre non, je vais jamais créer une société, je veux pas de bureau, je suis trop libre et tout. Et puis en fait, le temps passant, les activités fonctionnant pour moi et tout, j'ai pu du coup prendre quelqu'un en stage avec moi, qui reste en alternance aussi avec moi cette année. Donc du coup voilà, on était 2, ça m'a fait commencer à me rendre compte que en fait un endroit physique où on peut se retrouver, c'est quand même chouette quand on est 2. Moi qui suis quelqu'un de très solitaire, en fait j'ai arrêté de me dire que le travail idéal allait forcément tourner autour de moi. Et que de moi. C'est pas vrai, parce que j'ai besoin de travailler avec des gens, et donc j'ai besoin de mettre un cadre. Et donc, ces bureaux-là, c'est une façon de mettre un cadre pour moi. C'est un endroit où je vais pouvoir me retrouver, donc avec Vijaya qui travaille avec moi, et avec Léa qui travaille avec moi depuis là 3 jours. C'est un endroit qui est à nous, qui est pour l'activité, et je pense qu'on en a besoin, là maintenant.
Après, j'ai quand même mis un cadre qui est encore une fois pas du tout le cadre classique de je vais au bureau. Et d'ailleurs, je me suis fait un peu tacler sur Twitter à ce sujet. Mais en gros, moi j'ai une règle qui pour l'instant va à tout le monde, c'est un peu la règle de on n'a pas d'horaire. Sauf si réunion, tournage, voilà, si jamais il y a d'autres personnes impliquées, évidemment, voilà. Sinon, moi, tout ce qui me va à l'agence, c'est que on puisse se voir tous les jours, mais on peut se voir peut-être de 16 à 18, ou on peut juste déjeuner. Alors, je peux le faire parce qu'on n'est que 3 pour l'instant, mais la façon dont j'aime travailler, moi, c'est pouvoir vraiment coordonner sa vie pro et sa vie perso. Et du coup, ça veut dire, genre, si t'as envie de faire du yoga à 10h du mat', tu peux. Si ta mère est en week-end chez toi et qu'elle reste le lundi, bah tu peux, genre, te lever tard pour prendre un petit déj avec elle. Tant que le travail est fait, en fait. C'est ça. En fait, c'est plus un truc où je fais tellement confiance aux gens avec qui je travaille. Je sais qu'elles vont faire ce qui a besoin d'être fait. La règle un peu pour tous les jours, c'est genre, on peut arriver quand on veut entre 9 et 11 heures. Et puis, on repart quand on a fini ce qu'on avait à faire. Et après, par contre, là où je voulais pas tomber dans l'écueil inverse de la Startup Nation, c'est quand t'as fait tes heures quotidiennes, par contre, tu t'arrêtes. Genre, tu choisis tes horaires, mais c'est pas pour faire travailler à outrance les gens, c'est vraiment pour qu'ils puissent accorder leur vie pro et leur vie perso comme ils l'entendent. Je pense que ça évoluera aussi si l'agence grandit. Oui, bien sûr, quand t'as plus de personnes à manager, tu peux pas accorder un niveau de confiance tel, quand t'as 10 personnes que quand t'en as 2. Ouais, je pense. C'est un peu différent. Même si moi j'aimerais trop. Voilà, c'est ça. Et puis même si en vrai, ça veut pas dire que tu peux pas faire confiance dans une certaine mesure et laisser quand même encore de la flexibilité. Ouais, moi j'adorerais que on soit 50 et qu'on puisse arriver tous quand on veut entre 9h et 11h, quoi. Et moi, en tout cas, c'est comme ça que j'aime bien travailler. J'aime bien aller au bureau, vraiment j'adore ça. Donc on va voir. Peut-être que, encore une fois, dans 6 mois, je te dirai, ça marche pas du tout. Oui, mais au moins t'auras essayé. Ouais, on verra. C'est quoi la clé pour toi aujourd'hui pour essayer de trouver ton équilibre entre vie pro et vie perso ? Alors là, j'en sais rien. Enfin, j'en sais rien. Si, il y a des briques. Je te disais, pour moi, être dans une ville dans laquelle tu te sens bien, c'est une première brique. Avoir vraiment le temps de faire des activités qui te font du bien en dehors du travail, c'est une brique. Avoir une équipe qui partage les mêmes valeurs, même si, encore une fois, on n'est pas toujours obligé d'être d'accord sur tout. Et d'ailleurs, moi, dans mon équipe, il y a des trucs sur lesquels on n'est pas forcément d'accord, mais on veut aller dans la même direction, en tout cas. Donc, je dirais ça. Et je dirais surtout pas de pression, dans le sens où... Alors oui, moi j'ai de la pression parce que c'est mon entreprise et que je dois payer tout le monde et blablabla. Mais moi je veux jamais que les gens qui travaillent avec moi se sentent méga pressionnés en mode j'ai pas été à la hauteur ou que ça génère du stress en fait. Ouais, mais en fait ça je sais pas comment faire, tu vois, parce que c'est hyper idéaliste de dire je veux pas que le travail génère du stress. Oui, et puis ça tu le contrôles pas forcément parce que si quelqu'un stresse, c'est indépendant de sa volonté déjà et de la tienne aussi, mais t'essayes d'avoir un cadre qui fait que déjà juste le respect des horaires en fait, le fait de couper. Je trouve que c'est aussi une bonne brique pour éviter d'être pressurisé comme ça et te dire il est 18h30, on est samedi, et peut-être que va falloir que je check un mail parce que c'est important. Tout à l'heure, on parlait d'un truc hyper intéressant. En gros, je te parlais du quiet quitting. Oui. Que moi, je trouve que c'est un concept qui est hilarant. Parce que... Tu peux expliquer rapidement ce que c'est ? Alors, quiet quitting, en gros, c'est quand tu fais le minimum... Il y a des guillemets, des R. Oui, j'ai fait des R guillemets. C'est quand tu fais ce qui est sur ta fiche de poste, en fait. Donc, en fait, quand tu respectes tes horaires. Voilà, et tes missions. Mais que très gentiment, on te dit « Ah, mais il est 18h et tu pars déjà ?» Voilà, c'est ça. Comment ça, tu ne restes pas jusqu'à 20h ce soir ? C'est ça, c'est quand tu dis non, moi je veux pas travailler le week-end, ou c'est quand tu prends t'as 1 heure de pause déj. C'est juste... que tu respectes ton contrat de travail, en fait. Voilà, exactement. Et ça, c'est un truc... Sans que ça affecte la qualité de ton travail aussi. Ouais, ça, je bien le précise, parce que en fait, c'est aussi ça, le quiet... Ah, je vais pas y arriver. Allez. C'est une fin de journée. Non, mais c'est aussi ce point-là qu'on reproche, c'est de partir du principe que si tu n'as pas fait plus
que nécessaire, ça veut dire que tu ne travailles pas assez, alors qu'en fait, être capable de tenir tes horaires, c'est aussi être capable de travailler efficacement. Ouais, c'est ça. Et c'est pour ça que t'es embauché, tu vois. Genre, on met déjà, quand t'es salarié, tu mets ton temps au service du capitalisme. C'est bon, tu vois, ça y est, on a donné. Au service d'une boîte qui est pas la tienne, ouais, pour c'est beaucoup. Ça. Toi, ouais, ton cas, moi, c'est la tienne. Mais... Ouais. Mais sinon, tu donnes ton temps à quelqu'un d'autre. Donc, c'est déjà bien. Et en fait, ce que je trouve hilarant, et j'en parlais cet été avec mon ami Samy, qui travaille dans la pub aussi, et il me disait putain, mais Perrine, tu te rends compte que les boomers, ils ont dit quiet quitting, donc comme si on voulait démissionner juste parce qu'on respecte nos horaires. J'avoue que j'avais jamais pensé ça comme ça, mais effectivement, en fait, c'est juste que pour les générations d'avant, toutes celles qui ont, bouffé de la merde, toutes celles qui pensent mériter leur haut poste aujourd'hui et tout leur argent. On a fait voir que la méritocratie, ça marchait, et effectivement, les conditions économiques n'étaient pas les mêmes, la façon de travailler n'était pas la même. Bien sûr. Donc, quand tu bossais beaucoup, t'avais des chances d'évolution ou autre, ou de reconnaissance, ou que sais-je, ce qui n'est plus du tout le cas aujourd'hui, où surtout quand t'as moins de 30 ans, tu commences avec des tafs précaires, encore une fois, qui sont très instables. Je vous invite à lire l'essai de Salomé Saké, Sois jeune et tais-toi, que je suis en train de lire, et qui est vraiment hyper intéressant parce qu'il est chiffré. Si jamais vous avez besoin de mieux comprendre en fait la réalité aussi du monde du travail pour les jeunes à l'heure actuelle, c'est hyper intéressant. C'est un milieu qui est tellement compliqué parce que en fait aujourd'hui c'est dur d'être conscient de tout ce qui se passe dans ton corps, dans le monde, dans la vie, dans la société, et en même temps de pouvoir accepter un travail où tu donnes tout ton temps. Et de fait, vouloir se recentrer de façon très égocentrique et individualiste sur soi pour mettre ses limites et se protéger, et éviter des burn-out à 25 ans, qui sont hyper classiques sur notre génération. C'est important, et ça devient un réflexe de survie. En fait, il y a plein de trucs dans notre génération. Il y a tous ceux qui arrivent même pas à cette première partie d'une carrière, parce qu'en fait même les études, tu vois, ils sont en mode mais pourquoi je vais passer autant de temps à faire des études pour être à un salaire qui me permet même pas d'avoir une vie qui m'épanouit. On en revient à l'argent aussi, le fait que aujourd'hui il te faut de l'argent pour être indépendant et ne plus vivre chez tes parents, il te faut de l'argent pour payer tes courses, il te faut de l'argent pour partir en vacances avec tes potes, il te faut de l'argent. Alors oui, on peut très bien opposer que à notre époque, on sortait pas autant au restaurant que vous, on faisait moins la fête, on faisait moins ci, moins ça. Très bien, mais on peut pas comparer une époque dans laquelle le téléphone portable n'était pas démocratisé, ne te permettait pas d'aller sur internet, avec aujourd'hui. C'est aussi s'adapter à la réalité. Le contexte actuel, on peut pas revenir en arrière. Par contre, comment est-ce qu'on transforme la situation qu'on connaît en quelque chose de plus respectueux aussi des limites de chacun et des personnes et du groupe derrière, en fait. Si tu respectes les personnes, tu respectes le groupe. Non, c'est ça. Et puis c'est voir aussi que genre les traumas de tes parents sont pas obligés de t'arriver. Et encore, tu vois, là on parle de notre expérience, et moi l'expérience de mes proches et tout, qui sont quand même à 90% de l'expérience de personnes hyper privilégiées, qui ont pu faire leurs études et qui ont pu changer d'avis, changer de taf, changer de pays et tout. Un des challenges aussi pour moi aujourd'hui, c'est vraiment de pouvoir écouter les besoins de tout le monde. Et en fait, dans mon envie de créer un peu un environnement de travail le plus agréable possible, faut pas qu'il soit agréable possible le plus agréable possible que pour les gens qui ont bac+5, tu vois. Faut qu'il soit le plus agréable possible pour tout le monde, et donc j'ai envie de pouvoir créer une agence qui est faite pour tout le monde, mais pour de vrai. J'aimerais vraiment bien pouvoir me dire j'ai réussi à créer un cadre de travail où genre on est 10, et on est 10, pas 10 copier-coller, on est 10 personnes hyper différentes, et pourtant chacun se sent bien. C'est très utopique, c'est vraiment un truc qui peut-être n'existe pas, mais en tout cas, moi c'est la direction que je voudrais prendre. J'ai une toute dernière question pour toi. Ce serait quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui a envie de monter sa structure, mais qui sait pas trop justement comment intégrer ses valeurs à son parcours professionnel, en fait? C'est de faire petit à petit. Je pense que s'il y a 2 ans, j'étais arrivée en mode je veux faire une agence engagée où je fais monter des créateurs et des activistes et tout, ça aurait pas marché en fait. Plein de petites réussites, ça amène aussi des opportunités. Il faut voir ce qu'on a à dispo, commencer avec ça,
Il faut faire, il faut pas juste théoriser. Il faut pas juste faire des prêts et des slides et tout. À un moment, il faut faire les choses. Et il faut se laisser la possibilité d'évoluer. Et puis, ouais, je pense que du coup, en fait, chaque projet ressemble à la personne qui l'a créé. Encore une fois, ça sert à rien d'attendre d'être milliardaire ou d'avoir la presse parfaite. Vous n'êtes pas Elon Musk, il faut commencer quelque part. Non. Et heureusement, vous n'êtes pas Elon Musk. On vous souhaite mieux. Merci beaucoup, Perrine. Merci à toi. Merci d'avoir écouté cet épisode, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, je vous invite à écouter les autres épisodes du Clo-Clo Club, qui est vraiment un podcast super, je sais pas si vous connaissez. Je vous invite à vous abonner évidemment, à me laisser 5 étoiles et un commentaire sur Spotify et Apple Podcast. Et moi je vous dis à mercredi prochain pour un nouvel épisode. Bye!